Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Trafic de cannabis à Mbacké, 11 kilos saisis par les éléments de la brigade régionale de Diourbel, des individus interpellés. Une troisième personne est activement recherchée. Et puis à Louga, les feux de brousse consument des milliers d'hectares chaque année. Pour y remédier, 1338 km de pare-feu ont été réalisés pour éviter ces catastrophes. Plus de précision dans ce journal. L'actualité nous amènera également aux États-Unis où environ 2000 militaires vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier et 500 autres quitteront l'Irak pour ne laisser que 2500 soldats dans chaque pays. Une volonté du président Donald Trump. Voilà pour les principaux titres de ce journal mis en onde par Papa Abdoulaye. Aïssatou Gueye-Ba. Les éléments de la brigade régionale de Diourbel, la direction de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants de l'unité de Mbacké ont mis la main sur 2 individus exploitant une information faisant état d'un trafic de cannabis à Mbacké sous la férule de Ndiop. Les limiers ont arrêté ce dernier convoyeur avec 11 kilos cachés dans des sacs de légumes qu'il a ramenés depuis le sud du pays. Ils ont été pris la main dans le sac avec le Ndiop faisant une ronde pour vérifier sa cachette alors que les éléments s'il y attendait reconduit à son domicile à Darussalam Extension. Le reste de la drogue a été trouvé par les soins de l'élément de l'unité interrogé. Il passe aux aveux avant de désigner une troisième personne comme la pièce du puzzle manquant. Des recherches intensives sont déroulées pour sa capture. Lutte contre les feux de brousse dans le département de Linguère. Les autorités misent sur une forte campagne de sensibilisation pour réduire de façon drastique le phénomène qui fait perdre à la zone du Djolof chaque année des milliers d'hectares. Lamine Gueye Samane. La région de Louga, dans sa partie Ferlo, le département de Linguère est sans nul doute la zone la plus vulnérable aux feux de brousse. Ce sont des milliers d'hectares qui partent chaque année en fumée. Le phénomène a toutefois drastiquement baissé ces dernières saisons. Les années de faible pluviométrie qui se sont succédées et les efforts fournis par des projets et programmes de l'État sont passés par là. Dr Ibrahima Thiam est le coordinateur du volet élevage du projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA. La lutte contre les feux de brousse, c'est important. C'était prévu de réaliser 500 km de pare-feu sur 5 ans, donc 100 km par an. Nous avons pu réaliser 1338 km grâce aussi au travail en régie que nous avons mené avec les eaux et forêts. Je vous donne un exemple, rien que dans le ranch de Doli, qui est important du point de vue stratégique, le PASA ouvre chaque année 200 km de pare-feu. C'est pour éviter qu'il y ait donc des feux de brousse. La pluviométrie exceptionnelle de cette année a eu comme conséquence un tapis herbacé bien fourni. Pour préserver ces importantes réserves fourragères, ces ressources pastorales, le directeur national de l'élevage mise sur une forte campagne de sensibilisation pour réduire autant que faire se peut ces feux de brousse le plus souvent d'origine anthropique. Docteur Damsao. Il faut que les populations, soit les populations pastorales ou les autres populations qui traversent ces zones-là, vraiment veillent à ce qu'il n'y ait pas d'éclatement de feux de brousse ou de feux de forêt. Ça, je pense que c'est essentiel. Et le service des eaux et forêts est un service pilier, c'est sa responsabilité. Tous les autres l'appuient dans la sensibilisation, dans l'équipement, dans l'ouverture de pare-feu, etc. Ça doit être récurrent, essentiel, continu. La sensibilisation, l'information, la formation des populations pour prévenir et gérer les feux. Les longues distances qui séparent les milieux qui prennent feu et les lieux où les engins Unimoc sont prépositionnés compliquent souvent l'intervention des agents des eaux et forêts. Les pouvoirs publics, tout comme les collectivités locales, sont interpellés. Ils ont leur partition à jouer. Lamine Gueye Samane, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Samane, parlons économie à présent avec la signature ce matin d'une convention de financement entre le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Uberto de Vito. Une convention sous forme de dons relative au projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19. Un don de 984 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Écoutons Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération au micro Tradicen. Nous venons de procéder à la signature d'un important accord sous forme de dons relatif au financement du projet d'appui à la résilience
des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 le parrain. L'objectif de ce projet, d'un coût de 1 500 000 €, soit 984 millions de francs CFA, est de soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Nous sommes heureux de constater depuis quelque temps que notre pays observe une tendance baissière du nombre de cas de Covid-19. Toutefois, vu que la menace est toujours présente, nous devons rester d'attaque. Nos pensées vont également à nos amis et frères d'Italie qui continuent de noter une augmentation du nombre de cas. Nous sommes de tout cœur avec l'Italie. Au-delà des ressources mises en place par le gouvernement du Sénégal, étant donné que la crise est encore là, il reste impératif de devoir continuer à mobiliser des financements supplémentaires pour assurer la résilience des populations, en particulier les familles et groupes vulnérables. C'est pourquoi, Monsieur l'ambassadeur, nous apprécions votre don à sa juste valeur. Il va renforcer les capacités de riposte du ministère en charge de la famille. Un autre fonds de financement est mis en place également par le Women Investment Club Sénégal. Ce fonds va permettre aux entreprises d'être plus performantes. Le WIC cible les femmes entrepreneuses parce qu'elles sont moins privilégiées dans l'accès au financement. Ce panel a été organisé sur le sujet qui entre dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Liliane Koulibaly, manager à Women Investment Club Sénégal, est au micro de Birama Ndiaye. Le panel a tourné autour de l'accès au financement qui est un défi pour les jeunes, une question sur laquelle le WIC travaille, étant donné que cela a été l'un des motivations de la mise en place de notre association. Donc nous avons remarqué et appris des études que l'accès au financement est le principal frein limitant la croissance des entreprises et que les PME sénégalaises sont très faiblement financées par les banques. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un fonds de financement qui est innovant car nous apportons un financement en capital qui permet aux entreprises d'être performantes et aussi d'atteindre une plus grande croissance. Alors la particularité de notre fonds, c'est que nous ciblons les femmes parce que les femmes sont les moins privilégiées en termes d'accès au financement et des études aussi ont prouvé que les femmes sont très performantes dans la gestion de l'entreprise et les revenus tirés de l'exploitation de leur entreprise sont investis à 90% dans les secteurs de la santé et de l'alimentation, ce qui n'est pas le cas pour l'investissement du côté des hommes. Donc investir dans les femmes, c'est aussi investir dans la société parce qu'elles sont garantes de stabilité sociale. Et qu'est-ce qu'il faut pour accéder à ces financements? Nous avons un site internet WIC Capital. Vous pouvez taper sur Google WIC Capital et il y a une section entrepreneur où vous pouvez remplir un formulaire et l'envoyer au WIC Capital. Suite à cela, vous serez recontacté. Les journalistes de la presse économique à l'école de l'entrepreneuriat également et du civisme fiscal, une session de sensibilisation organisée par le biais de l'Observatoire de la qualité des services financiers. L'objectif recherché est d'inculper aux populations une bonne éducation financière, a dit Fatou Bari. L'Observatoire de la qualité des services financiers s'implique pour une formation accomplie des journalistes spécialisés en économie à l'éducation financière. Ceci pour une plus grande inclusion financière, explique le secrétaire exécutif de l'OQSF, Habib Ndao. Cette troisième session de sensibilisation et de formation vise, d'une part, à développer l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial en s'appuyant sur la presse économique nationale et d'autre part, cette session vise à favoriser l'émergence d'une culture de civisme fiscal fondée sur les droits et responsabilités du contribuable en cette année de lancement du plan Yakal. Les thématiques qui seront débattues sont l'esprit entrepreneurial et le civisme fiscal, des choix non fortuits vu le contexte de crise dû à la Covid-19. Abdoulaye Choy est le représentant du directeur national de la BCEAO. Dans ce contexte, aider une frange de la population à avoir un esprit entrepreneurial, c'est offrir à
des personnes ciblées la possibilité de disposer d'outils leur permettant d'analyser une situation donnée, d'identifier les différentes solutions possibles et de choisir celle qui, à l'examen, apparaît comme la mieux adaptée pour faire éclore un projet professionnel ou personnel. Cette session de sensibilisation se tient en prélude à la célébration de la semaine de l'inclusion financière prévue du 23 au 28 novembre prochain. Adji Fatou Barry, faire du numérique et des télécoms un moteur de croissance économique pour la jeunesse, c'est l'ambition du nouveau ministre de l'économie numérique. C'est le renforcement du secteur des startups. Yankhoba Diattara s'est rendu en visite de travail à l'ADIE et invite les services de l'État à être accompagnés par l'ADIE pour la dématérialisation et la digitalisation de l'administration. Yankhoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, avec Elhadj Moussa. Les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au cœur même du développement économique du pays. Je pense qu'avec la Covid, donc, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms donc, dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements rationalisés, mais aussi rentabilisés. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Donc toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant. Donc en tout cas, nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici, parce que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Les dispositions importantes ont été prises. Donc vous avez suivi la vote naturellement sur les startups, donc la loi sur les startups au mois de janvier passé, et très prochainement naturellement le président de la République prendra les décrets d'application pour que nos startups soient davantage accompagnées. Pour le moment nous avons 3 milliards avec la DER, mais le président de la République souhaiterait donc augmenter ce budget, renforcer le dispositif d'accompagnement des startups de notre jeunesse de manière générale pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant et ce secteur porteur vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez voir toutes les dispositions prises par le président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos startups. En profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc, toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères, les administrations centrales puissent s'engager. Gouvernance du secteur extractif à Darou Khoudoss, Gorée Institute, en collaboration avec le Forum civil, s'investissent pour une meilleure implication dans la gestion des ressources avec les populations. Un atelier s'est tenu à ce sujet à Darou Khoudoss, Babacar Sow. Gouvernance du secteur extractif pour une meilleure implication des acteurs communautaires à Darou Khoudoss, une zone minière dans le département de Tivaouane. Gorée Institute encadre les populations pour le partage juste et équitable, mais aussi pour l'amélioration de cette gouvernance des ressources minières. Darou Khoudoss, à fort taux de présence d'industries extractives, accueille le projet, d'où la nécessité du monitoring et des enquêtes faites sur place. Sokhna Ndiaye, coordonnatrice du programme Consolidation de la paix et prévention des conflits chargés du programme Gestion des ressources minérales à Gorée Institute. La particularité de cette zone Darou Khoudoss, la raison pour laquelle on a voulu faire le monitoring ici, les causeries ici, c'est qu'on a fait une étude, des enquêtes pour recueillir la perception des citoyens sur l'impact de l'exploitation. On s'est dit qu'il fallait aussi que ces résultats soient disponibles et accessibles aux populations des zones d'exploitation. Le Forum civil, partenaire du projet et facilitateur dans la zone, revient sur le paradoxe de l'abondance par rapport aux populations qui ne ressentent pas la présence des industries extractives à Darou Khoudoss. Demba Fall Diouf, représentant du Forum civil dans la zone. Nous vivons toujours le paradoxe de l'abondance parce que les populations jusqu'à présent ne se sentent vraiment pas dans cette exploitation minière. Ils se sentent de plus en plus appauvris. Ils sont parfois délocalisés, perte d'emploi, parce qu'à chaque fois on parle de création d'emplois. Avec le Forum, des études que nous avons faites, la dernière chose à voir, c'est les 2 villages à être délocalisés, Mbardia
Ndiaye Mbar Diop, qui ont tous perdu leur emploi. Ensuite, les infrastructures de base, on nous avait permis monts et merveilles que ces infrastructures-là seront réalisées jusqu'à présent. Du point de vue aussi économique, c'est la morosité. Les gens s'appauvrissent de jour en jour et on ne peut que l'imputer aux industries extractives. Des séances de partage avec les populations de Thiès, Kédougou et Matam, des zones à fort taux de présence d'industries extractives. Tivaouane, Babacar Sow depuis Darou Khoudoss pour Sud FM. Et Sokhna Ndiaye est coordonnatrice programme et consolidation de la paix et prévention des conflits à Gorée Institute est revenue sur le contenu du projet, son importance et son origine. Elle a également évoqué le programme de gestion des ressources minérales au micro de Babacar Sow. Le projet gouvernance des ressources minérales, c'est un projet que nous avons débuté depuis les années 2013 dans la sous-région par la production d'un livre qui comportait une étude sur plusieurs pays, le Libéria entre autres, Guinée-Conakry, etc. Mais en 2013, on a fait un projet spécifique pour le Sénégal qui vise à favoriser le partage juste et équitable des ressources minérales ici au Sénégal. Et le projet sous la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'approches, la recherche, la réflexion et l'intervention, nous visons vraiment à améliorer la gouvernance des ressources et à contribuer à en faire une gouvernance qui soit réellement vectrice de développement. La particularité de cette zone Darou Khoudoss, la raison pour laquelle on a voulu faire le monitoring ici, c'est qu'on a voulu faire les causeries ici plus tôt, c'est qu'on a fait une étude, des enquêtes dans plusieurs zones d'exploitation, notamment Kédougou, Matam et Thiès. On est venu dans toutes ces localités pour recueillir la perception des citoyens sur l'impact de l'exploitation. Et après, à la suite de cette enquête et la production d'un rapport que nous avons partagé avec l'ensemble des parties prenantes, on s'est dit qu'il fallait aussi que ces résultats soient disponibles et accessibles aux populations des zones d'exploitation. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec le Forum Civil, qui est un partenaire avec qui nous travaillons dans plusieurs activités, le Forum Civil intervient dans plusieurs de nos activités comme expert aussi dans le domaine de la gouvernance des ressources minérales. Ils ont participé à beaucoup de nos ateliers et on a même co-organisé un forum multi-acteurs où toutes les parties prenantes ont participé et ont eu un panel partagé sur la vision du Sénégal sur le pétrole et les mines. Direction Saint-Louis, où les responsables du panel d'Aumône-Art ont offert ce mardi un lot de draps et du matériel de nettoiement au centre hospitalier régional. Ils ont voulu, à travers ce geste, apporter leur contribution à cet hôpital. Le secteur éducatif sera leur prochaine destination, avec des fournitures qui seront distribuées aux élèves issus de familles démunies. Les détails avec Yves Tandeng. C'est un important lot de draps et de produits hygiéniques et de détergents que l'hôpital régional de Saint-Louis vient de bénéficier de la part du panel dénommé d'Aumône-Art. Ses membres ont voulu, à travers des collectes, apporter leur contribution au développement de la ville de Saint-Louis. Mohamed Marouf Diop, dit Momo, technicien animateur à Sud FM Saint-Louis, en est l'initiateur. Aumône-Art, on l'a créé depuis le 16 août 2020. Notre objectif, c'est de travailler avec les Saint-Louisiens de la diaspora, mais également les Saint-Louisiens d'ici, pour un lendemain meilleur pour la ville de Saint-Louis. Donc c'est un panel qui regroupe plus de 230 membres, donc déjà présents. Et ça, c'est notre première activité. Donc on a décidé de collecter des draps et puis des caisses de Javel, Madar, pour appuyer un peu l'hôpital régional de Saint-Louis, en tant que Saint-Louisien surtout. Un geste que magnifie le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, le docteur Thierno Seydou Ndiaye, qui en a profité pour leur faire visiter ce centre hospitalier. À la fois un sentiment de satisfaction et de fierté. Ce sont nos parents qui viennent, qui sont hospitalisés ici. Et c'est plus de confort parce qu'effectivement nous leur avons fait visiter l'hôpital où beaucoup de services ont été réhabilités, où ils se sont aperçus que le malade est au cœur de notre action. Les malades leur ont dit leur satisfaction par rapport au confort, par rapport aux soins, mais surtout la quiétude qui existe aujourd'hui et qui leur permet de récupérer énormément. Mais le panel d'Aumône-Art ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, précise Mohamed Diop, dit Momo. On compte vraiment continuer nos activités parce qu'on a fait en tout cas une première activité, je me rappelle, c'était la Tamkharit. Et après la Tamkharit, aujourd'hui on est à l'hôpital. Demain également, on a décidé encore de faire beaucoup d'autres choses, qui est des kits pour les élèves, donc qui sont prêts à aller à l'école. Parce que nous, on se bat pour le développement de la ville de Saint-Louis en général. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.
Environ 2000 militaires vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier et 500 autres quitteront l'Irak pour ne laisser que 2500 soldats dans chaque pays. Les États-Unis vont aussi réduire le nombre de leurs troupes en Afghanistan à 2500 en janvier 2021. Le plus faible contingent américain en 2 décennies de guerre, a annoncé ce mardi 17 novembre le Pentagone, suivant la volonté de Donald Trump qui avait promis de mettre fin aux guerres sans fin, a précisé le nouveau ministre de la Défense par intérim, Christopher Miller. Et puis, conflit en Éthiopie. Plus de 28 000 Éthiopiens affluent au Soudan pour fuir les combattants au Niger, au Tigré plutôt. Cela 13 jours après que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé une offensive militaire contre la région rebelle au Tigré. Une offensive qui a fait déjà des centaines de morts et des milliers de déplacés. Coronavirus, la France a franchi le cap des 2 millions de cas confirmés de contamination par la Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé ce mardi le ministre général de la Santé, Jérôme Salomon. Il y a par ailleurs un nombre inégalé de 33 500 patients Covid hospitalisés, a-t-il tenu à préciser. Voilà, à 22h21, place à Info Santé avec Marie-Rosalie Gaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui de la journée mondiale de la prématurité célébrée ce 17 novembre. Nous sommes avec le docteur Khadijatou Diagne, gynécologue obstétricienne à la direction santé mère-enfant. Docteur, quel est l'intérêt d'une telle journée? L'intérêt de célébrer cette journée, c'est que la prématurité est la première cause de la mortalité néonatale et que au niveau mondial, il y a 15 millions de nouveau-nés qui naissent prématurés et 1 million décèdent. C'est à noter également que 60% des accouchements prématurés proviennent de l'Afrique subsaharienne. Quand parle-t-on de prématurité? La prématurité, c'est toute naissance qui survient avant 37 semaines d'aménorrhée. Plus précisément, entre 22 semaines et 36 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Et quelles sont les causes identifiées de la prématurité? Pour la prématurité, il y a des facteurs de risque comme la primiparité, la multiparité, le fait d'avoir plus de 5 enfants. Il y a les naissances rapprochées avec un espacement de moins de 2 ans. Il y a les antécédents de prématurité, d'accouchement prématuré, les travaux pénibles, le bas niveau socio-économique et également il y a le stress. À côté de ces facteurs, il faut également noter l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie qui sont des facteurs de risque à la prématurité. À côté de ces facteurs de risque, il y a également les causes liées à la grossesse elle-même, comme la rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire que la femme a un écoulement liquidien avant le terme. Il y a également les grossesses multiples, les femmes qui ont des jumeaux. À côté de ces causes, nous pouvons aussi retrouver une anémie associée à la grossesse comme cause d'accouchement prématuré, les infections comme le paludisme de la grippe, il y a l'hypertension artérielle et ses complications, les maladies cardiaques, toutes pathologies associées à la grossesse peuvent entraîner un accouchement prématuré. À côté de ces causes, il y a également les malformations utérines. Ce sont les femmes qui ont un col béant ou bien une synéchie utérine. Et compte tenu de ces causes multifactorielles, y a-t-il des moyens de prévention de la prématurité? Oui, pour prévenir la prématurité, il faut éviter d'abord les naissances rapprocher, faire la planification familiale entre 2 naissances, faire des consultations prénatales de qualité, se rendre à la structure sanitaire en cas de pathologie survenue au cours de la grossesse. Et comment se fait la prise en charge d'un accouchement prématuré? Donc, il y a une prise en charge d'abord anténatale avant la naissance. S'il y a un risque d'accouchement prématuré, on donne des corticoïdes pour éviter la détresse respiratoire chez le nouveau-né à la naissance. Également, faire le transfert in utero, c'est-à-dire amener la femme à accoucher dans une structure spécialisée pour une bonne prise en charge de la prématurité. Et à la naissance, il faut que les conditions soient réunies, qu'il y ait un pédiatre également qui pourra faire les gestes de prévention d'une hypothermie, faire le monitorage et si possible mettre le prématuré dans une couveuse. Pour la prise en charge également, nous avons la prévention de l'hypothermie avec la méthode de soins kangourou, qui est une méthode qui est naturelle, qui est affectueuse, disponible, qui n'a pas de coût et vraiment qui est efficace. Il suffit d'avoir des parents disponibles, motivés, avec rigueur et que cette méthode peut aider le nouveau-né prématuré. Et cette méthode est appliquée chez les nouveau-nés qui n'ont pas de problème de succion et de déglutition et en absence de pathologie particulière. Est-ce que le Sénégal dispose aujourd'hui des statistiques qui mettent en évidence l'incidence de la prématurité? Oui, au niveau du Sénégal, on peut dire que la prématurité est la première cause de décès néonatal et elle représente 29% de la mortalité néonatale. C'est
tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Trafic de cannabis à Mbacké, 11 kilos saisis par les éléments de la brigade régionale de Diourbel, 2 individus interpellés, une troisième personne activement recherchée. Et puis à Louga, les feux de brousse consument des milliers d'hectares chaque année. Pour y remédier, 1338 kilomètres de pare-feu ont été réalisés pour éviter ces catastrophes. Signature d'une convention de financement entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur d'Italie. Un financement sous forme de dons et on parle de 984 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. L'actualité nous a également amené aux États-Unis où environ 2000 militaires vont se retirer d'Afghanistan d'ici le 15 janvier et 500 autres quitteront l'Irak pour ne laisser que 2500 soldats dans chaque pays. Une volonté du président Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde de ce journal. Retrouvez Biramania à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en Wolof, bien entendu. Mais ne quittez pas, restez sur nos ondes dans un instant. Votre rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda.